Bonjour à tous. Alors, le webinaire va bientôt commencer. Est-ce que Julie, tu nous entends bien? Est-ce que tu nous vois bien? Ouais, parfait. Super. Est-ce que tu veux faire un petit mot d'intro, Julie, avant qu'on lance? Oui, tout à fait. Enfin, vraiment 2 minutes. Donc, merci à tous nos adhérents d'être présents pour ce webinaire, donc qu'on a co-organisé avec EPSA. Donc, plusieurs d'entre vous travaillent déjà avec EPSA, comme on l'avait vu à la soirée réseau chez Airstar. Donc, l'objectif de cette session, ça va vraiment être de vous donner une vision claire des dispositifs mobilisables pour accompagner vos projets, vos développements. Un replay sera disponible qu'on va partager assez largement ensuite dans notre hebdo et dans notre newsletter. Donc, il n'y a pas de sujet si certains de vos collaborateurs ne pouvaient pas être disponibles et un certain nombre, pareil, d'adhérents étaient intéressés mais ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Donc, on vous enverra tout ça. Et aussi, je pense que Ryan, tu le rediras, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Enfin, voilà, peut-être que ça, je vais te laisser le Exactement. rappeler. Et voilà, je remercie EPSA pour son intervention aujourd'hui. Et puis, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Du coup, Super. Merci à toi, Julie. Effectivement, merci beaucoup au Cluster Lumière de nous permettre d'intervenir aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de partager un maximum d'informations de manière la plus claire possible. Mais effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire directement dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin d'intervention. Donc, pour vous donner un petit peu l'organisation de ce webinaire, la présentation va durer une trentaine de minutes et on réserve à la fin 15 minutes pour un temps d'échange et de questions-réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on puisse vous apporter des réponses. Donc, on sera ravis de pouvoir vous répondre, que ce soit à toutes vos questions. Donc, on va commencer directement sur ce webinaire qui va traiter aujourd'hui du financement des projets industriels et d'innovation, notamment avec les dispositifs publics et les leviers bancaires. Aujourd'hui, deux de nos consultants vont pouvoir intervenir durant ce webinaire. Donc, Sébastien Portal, qui représente 3i Innovation, et puis Florent Grandmaison, qui est spécialiste sur la partie fiscalité et innovation au sein d'EPSA Innovation. Pour vous donner un petit peu le sommaire de notre présentation aujourd'hui, on va commencer par une présentation de nos entités, excusez-moi. On va enchaîner avec les fonctionnements des financements non dilutifs, ensuite par un mapping des financements. Ensuite, on ira sur la partie fonctionnement de la fiscalité CIR C2I IP Box, même si c'est des dispositifs qui sont peut-être connus par certains, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Et puis on conclura par des fiches produits. Et puis comme je vous l'ai dit, le dernier moment sera pour la partie questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vais laisser la main à Florian qui va commencer par une présentation d'EPSA. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent aujourd'hui pour vous présenter donc dans un premier temps et rapidement le groupe, de vous présenter qui nous sommes. Donc le groupe EPSA, c'est un groupe français international et en fait ce groupe va intervenir sur 3 grosses business units. On va retrouver la performance financière, c'est la business unit dans laquelle on se trouve avec Sébastien, où on va intervenir aussi bien sur des charges sociales, fiscales, le financement de l'innovation qui est le sujet d'aujourd'hui et la maîtrise des risques financiers. Une deuxième famille que l'on va retrouver sera plutôt sur la partie de l'expertise opérationnelle avec la direction des achats, les achats stratégiques et non stratégiques et la transformation des entreprises. Et la dernière des thématiques sur lesquelles on intervient, ça va être d'accélérer la transformation environnementale, tous les métiers liés à l'économie d'énergie, la transformation environnementale des entreprises, les aides liées à la décarbonation des entreprises et la stratégie RSE des entreprises également. Je te laisse passer sur... On est bon, normalement, tu dois avoir accès au deuxième slide. Hop, ça charge un petit peu. Ça y est. EPSA Innovation, on est réparti en France dans près de 10 bureaux. On va retrouver près de 190 consultants pluridisciplinaires. Donc, on va comprendre votre métier. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre les sujets d'innovation et de recherche pour qu'on puisse les retravailler, les vulgariser pour les faire comprendre auprès du pouvoir attributeur.
Et puis, par rapport à ces différents bureaux, le but, c'est vraiment de jouer la proximité au maximum avec vous et vos équipes, de venir vous rencontrer, d'auditer chacun des travaux, chaque travaux réalisés par l'entreprise. Aussi bien sur la partie donc de la fiscalité que sur les aides au développement de l'innovation. On est très présent dans tous les réseaux. On a cité quelques réseaux, mais la French Tech est l'un des principaux réseaux, mais on va retrouver le Cluster Lumière et d'autres. Quelques labels importants, l'expertise notamment sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Nous sommes audités chaque année, on fait partie de cette médiation interentreprise du crédit impôt recherche. Et un autre point sur lequel il faut mettre en avant, c'est la sécurité de vos données. On peut intervenir aussi bien sur des secteurs stratégiques comme la défense, comme le nucléaire et d'autres. Chaque donnée est bien protégée. Pour venir plus sur le sujet d'aujourd'hui, notamment sur le développement de l'innovation en France, il y a donc 3 sujets. Le conseil de management stratégie d'innovation, ce n'est pas forcément un sujet aujourd'hui parce qu'on va intervenir plutôt sur la partie de la fiscalité et des aides et subventions. Néanmoins, si toutefois vous avez des questions sur le sourcing, sur les études de faisabilité par rapport à vos problématiques de recherche et développement, nous avons donc des équipes qui sont dédiées. Concernant la fiscalité de la R&D, on a fait un choix de sélectionner 3 mesures. D'ailleurs, ce sont des mesures principales, le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et donc l'IP-Box, une nouvelle mesure intéressante par rapport au sujet donc, notamment industriel. Et puis bien sûr, l'intervention de Sébastien par rapport à son expertise sur les aides et subventions à l'innovation. On va enchaîner avec le fonctionnement des financements. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien qui va prendre le relais. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour assister à cette présentation. Effectivement, sur une thématique et sur les différents retours que l'on a pu avoir donc, par rapport à des présentations précédentes, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter un fonctionnement global du financement sur la partie financement non dilutif direct. Donc, on va parler d'aide et subventions. On va retrouver 3 grandes familles au sein des financements non dilutifs directs. Dans un premier temps, les subventions. Ensuite, les avances remboursables. Et derrière, les dispositifs de dette, que ce soit public ou privé. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on va aller mobiliser un financeur, on va parler d'ingénierie financière et il va y avoir des éléments qui vont être évalués par les financeurs. Dans un premier temps, sur les programmes qu'on parle d'innovation, on va avoir la pertinence du programme, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'état de l'art, quelles techniques on va vouloir avancer, quels sont aussi les leviers et les verrous techniques que l'on va soulever et que l'on va développer, la solution que l'on va mettre en place. Tout ça va être évalué sur la partie technique. Ce que l'on voit, c'est que quand on se positionne en tant que société sur des appels à projets ou alors même de manière générale pour des aides qui peuvent être plus locales, comme des aides régionales, on en oublie généralement une partie qui est toute la partie financière et notamment l'indexation financière. J'ai voulu mettre en avant sur cette slide 2 points. On va bien discerner aujourd'hui l'écriture comptable et aussi l'écriture opérationnelle, typiquement parlant, l'argent que vous avez sur votre compte bancaire et qui va permettre la réalisation du programme. Pour être honnête, les financeurs aujourd'hui vont évaluer à hauteur de 40-45% le programme technique parce qu'on est en amont, on présente des verrous techniques, mais ils vont évaluer après sur tout le reste la pertinence, la solidité financière de l'entreprise, ses capacités financières et est-ce qu'elle sera après en capacité de pouvoir porter le programme. Aujourd'hui, les financeurs vont regarder dans un premier temps votre fiche d'identité financière qui est la liasse fiscale. Donc, on va parler de capitaux propres. Aujourd'hui, ces capitaux propres, vous prenez le total bilan passif, ça va être votre capacité d'aller chercher du financement. On a la règle que l'on appelle du 1 pour 1. J'ai 1 euro de fonds propres, je peux obtenir 1 euro d'aide. Aujourd'hui, par rapport aux financeurs, on est plutôt sur j'ai 1 euro de fonds propres, je peux obtenir 0,3 euros d'aide. Les financeurs ont tendance actuellement à couper un petit peu les flux. Donc, on se doit d'être très vigilant et notamment être très pertinent dans son approche financière.
Donc, on va toujours se baser sur les fonds propres. Et à ça, on va venir retirer aussi la dette historique. On prend nos capitaux propres, on prend les résultats du total bilan passif, on prend le capital social, les comptes courants d'associés qui sont des quasi-fonds propres et qui peuvent être considérés comme des fonds propres par les financeurs. À partir de là, on va prendre toutes les réserves, toutes les autres réserves et subventions déjà attribuées. On va retirer derrière le report à nouveau si on a fait une mauvaise année et le résultat net. On va retirer en plus la dette et on va obtenir notre capacité d'endettement. Aujourd'hui, il est rare de trouver des programmes qui soient hors programme européen, qui sont financés à hauteur de 100% en subvention. On va forcément avoir de l'avance remboursable. On parle souvent de mix subvention, avance remboursable, qui viennent de plus en plus, même si sur les cahiers des charges, il est noté qu'on va avoir que de la subvention sur un programme régional France 2030, par exemple. Point d'attention particulier au niveau de l'écriture comptable. Si l'entreprise est considérée comme une entreprise difficulté aux yeux du financeur, c'est un calcul bête et méchant. On prend le capital plus la prime d'émission qu'on divise par 2. On ajoute tous les résultats, les réserves et le report à nouveau. Si on a un résultat négatif, on est considéré comme entreprise en difficulté aux yeux du financeur et on ne peut pas obtenir de financement. Donc, il est très important, surtout en ces périodes comptables où vous allez recevoir vos liasses fiscales, derrière, de vérifier si vous n'êtes pas considéré sur un ratio entreprise en difficulté afin de pouvoir obtenir des aides. Sinon, le financeur ne se positionnera pas. L'autre critère qui va être évalué, c'est la trésorerie. La trésorerie, il faut voir que le financeur ne va jamais financer à hauteur de 100% un programme. On est généralement sur des 45-50% quand on parle d'innovation. Si on va sur des opérations de CAPEX, d'industrialisation, de lignes de prod, on est généralement sur du 20%, 15-20%, avec des bonifications qui peuvent arriver si on est en zone à finalité régionale, qui peuvent être des plus. Du coup, le reste, c'est votre capacité en termes de trésorerie à porter le programme avec le financeur. Typiquement parlant, j'ai un programme d'1 million d'euros, le financeur se positionne à 500 000 euros, vous devez avoir 500 000 euros sur le compte courant ou montrer dans le business plan que vous êtes en capacité d'obtenir les 500 000 euros sur le programme que vous allez présenter afin d'obtenir cette aide et de rassurer le financeur sur votre capacité à porter un programme. C'est très important aujourd'hui. Pourquoi aller chercher du financement? Déjà, de 1, la règle, c'est quand on n'a pas besoin d'un financeur, quand on n'a pas besoin d'un banquier, quand on n'a pas besoin d'un financeur public, c'est là qu'il faut aller le mobiliser. La règle, c'est quand tous les comptes sont ouverts, c'est là où on va avoir un financeur. J'aime à dire qu'on va voir son banquier pour acheter une maison quand les comptes sont pleins et qu'on n'est pas découvert. C'est le même principe. Ce qui est important, c'est qu'on va se baser en fait par rapport aux fonds propres, on va se baser par rapport à la trésorerie qu'on a actuellement. On va aller mobiliser le premier interlocuteur national qui est la BPI. On va ensuite aller positionner les banques sur du cofinancement à côté. Donc là, l'exemple que vous voyez, c'est un programme typiquement de tête. La BPI, ce qui est intéressant en termes de premier interlocuteur sur l'ensemble des programmes, c'est que généralement, il prend en compte du différé. Sur certains programmes d'innovation, vous allez avoir 2 ans, 5 ans de remboursement, et derrière, sur les 2 premières années, vous ne remboursez que le taux d'intérêt. Là où la banque va se positionner directement sur un remboursement immédiat. La chose qu'il faut voir, c'est que la BPI, pour un banquier, notamment dans le domaine de l'innovation, c'est très intéressant parce qu'on a de la contre-garantie. La contre-garantie, elle s'élève à 60%. Derrière, si vous portez un programme qui est à impact, donc programme à impact positif pour l'environnement, cette contre-garantie monte à 80%. Donc les banquiers sont généralement très contents. L'essentiel, c'est de pouvoir augmenter son effet de levier, se libérer encore plus de trésorerie pour pouvoir porter le programme et ne pas assumer seul, quand on est une société, le programme de financement. Et donc pour ça, il faut avoir des bons indicateurs, il faut pouvoir monter un dossier solide et il faut pouvoir montrer derrière un business plan et une trésorerie et des flux financiers qui soient les plus propres possibles. Donc, l'objectif d'un programme, c'est j'ai tous mes voyants ouverts, j'ai un programme technique, j'ai des équipes techniques derrière qui sont en capacité de pouvoir réaliser ce programme et à ce moment-là, je vais mobiliser le financeur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne va pas mobiliser des financements pour obtenir des financements. C'est littéralement se tirer une balle dans le pied parce que la différence entre une subvention et de la dette, c'est qu'une subvention, on doit justifier les dépenses. La dette, elle se rembourse. Donc, aller chercher de la subvention pour aller chercher de la subvention ou après, vous n'êtes pas en capacité de porter le programme, vous allez vous retrouver dans une situation où le financeur peut vous demander de rembourser cette subvention. Alors que sur la dette, vous avez obtenu la dette, c'est la capacité de remboursement que vous allez avoir. J'espère que vous n'êtes pas retrouvé dans des situations où vous deviez concilier votre dette. Généralement, BPI est plutôt un bon interlocuteur. Quand on est en face à des banquiers, c'est un peu différent. Donc, tout s'étudie. Une partie technique, une partie financière. Dans la cartographie du financement que je vous propose ici,
vous allez obtenir plusieurs programmes. Nous avons vu que du coup, les participants aujourd'hui viennent de différentes régions, mais on va retrouver des spécificités, notamment sur les parties subventions en fonction des régions. Si vous êtes dans les Vosges, si vous êtes dans les Pays de la Loire, si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez avoir des guichets de financement, que ce soit pour les opérations d'innovation ou les opérations d'investissement pour de la ligne de production, le déclenchement de produits, la modernisation d'équipements, avoir moins d'impact environnementaux, qui vont être étudiés. Vous allez après avoir les programmes nationaux qui vont se positionner, comme BPI Première Usine. Vous allez avoir aussi des programmes de dette nationale, notamment dans des cas de rachat, de joint venture qui vont pouvoir se positionner. Et vous allez avoir après un autre interlocuteur qui est l'ADEME et qui permet aussi dans certaines situations de pouvoir obtenir des aides pour notamment des lignes de production, de la réduction de l'impact environnemental, etc., etc. Il y a aussi toutes les possibilités d'appel à projet. Ensuite, vous allez obtenir, donc auprès de la BPI, des prêts et aides au développement de la R&D. Vous allez obtenir différents types de prêts après en hybride ou en mezzanine. Vous avez après toutes les aides internationales et après toute la croissance. Aujourd'hui, il est important quand même de prendre conseil auprès d'un cabinet parce qu'on voit que certaines enveloppes sont déjà bien entamées. Par exemple, dans les régions, certaines enveloppes de France 2030 ne sont toujours pas réabondées. Les pays R&D aujourd'hui, hors pays R&D Nouvelle Industrie, sont aujourd'hui bloqués sur le bureau du Premier ministre, attendant la signature pour être réabondés. Il y a tout un écosystème et des informations auprès des financeurs qu'il est bon d'avoir en amont avant de se positionner sur un guichet pour être sûr de ne pas attendre et avoir un programme qui sera au final rejeté à terme ou de perdre du temps avec de l'attente trop longue parce que les enveloppes sont vides. À la suite de ça, on va d'abord mobiliser le financeur public et dans un second temps, comme je l'ai dit, le financeur privé. On va pouvoir passer, donc, par exemple, pour des petites aides, pour des phases d'industrialisation, pour des sociétés qui peuvent être entre la TPE, PME sur des prêts d'honneur. On peut aller sur du renforcement de trésorerie, sur du BFR, derrière, sur du déploiement rapide. On peut aller aussi sur du déploiement commercial, on peut aller sur du fonds de dette, on peut aller derrière, auprès du financement privé, sur du co-investissement derrière en CAPEX. Par exemple, le financeur public va prendre 20%, vous allez mettre vous 30% derrière au niveau de votre trésorerie et ouvrir une ligne de crédit directement pour un financement d'une ligne de production en CAPEX. À partir de là, vous allez aussi pouvoir financer votre croissance externe. Et je passe la main du coup à mon homologue Florian afin qu'il puisse vous expliquer un dispositif qui est aujourd'hui bien connu, mature, mais très technique, la fiscalité de l'innovation ainsi que le crédit d'impôt recherche. Merci Sébastien. Effectivement, les crédits d'impôt sont généralement bien connus au sein des entreprises. On va retrouver deux mesures, crédit impôt innovation, crédit impôt recherche. Crédit impôt innovation, pour commencer, existe maintenant depuis 2013 en France. Ça vise à répondre, à valoriser les dépenses liées au développement, au prototypage d'un produit, d'un futur produit. L'intérêt, c'est d'apporter cette nouveauté sur un marché avec des performances supérieures sur le plan technique, sur les fonctionnalités, sur l'ergonomie, l'éco-conception du produit. Un point important par rapport au crédit impôt innovation, il faut être une PME au sens communautaire, ça veut dire qu'une société ne doit pas dépasser les 250 salariés ou les 50 millions de chiffre d'affaires. Un point aussi également qui est regardé un peu au même titre que les aides et subventions, il est important que les entreprises ne soient pas en difficulté financière. Toujours pareil au sens communautaire européen, ce qui malheureusement vous ferait prendre un risque de contrôle auprès donc de l'administration fiscale. Notamment par rapport au crédit impôt innovation, crédit d'impôt recherche, on va venir donc les calculer après votre date de clôture. On regarde toujours les dépenses liées non pas à la suite de votre date de clôture, mais vraiment sur une année civile. Admettons, si on prend l'exemple comme la majorité des entreprises qui déclarent et qui clôturent leur compte au 31 décembre, vous avez dû remettre vos liasses fiscales avant mi-mai. À l'intérieur, vous allez introduire donc des CERFA, les CERFA 2069A, qui visent justement à rembourser les crédits d'impôt innovation ou crédit impôt recherche. Concernant le crédit impôt innovation, on est d'ailleurs, il y a eu une évolution depuis 2025. La mesure est passée donc de 30% à 20% des dépenses éligibles. Et donc, on est plafonné à 400 000 € de dépenses, soit plafonné à 80 000 € de crédit d'impôt
innovation par an. Les points notamment liés aux phases éligibles, on est plutôt sur des phases donc, de cahier des charges, de conception du prototype, la construction du prototype, les essais, les tests, les validations. Et puis à l'intérieur, bien sûr, on va valoriser tous les profils qui sont intervenus de près ou de loin sur le développement de ces différentes phases éligibles donc, de développement. On va passer sur le crédit impôt recherche cette fois-ci. D'un côté, crédit impôt innovation, on parle d'un produit. Là, le crédit impôt recherche, on ne va pas se focaliser sur le produit, mais on va plutôt se focaliser sur une problématique ou un verrou technique, scientifique, fort face à l'état de l'art. L'état de l'art, donc, c'est ce qu'on va retrouver dans les bibliographies, les thèses existantes sur le domaine d'activité donc, de l'entreprise. Et on va aller valoriser une incertitude, une nouveauté, la créativité, donc ces fameux critères de Frascati. L'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher tous les verrous que vous avez rencontrés et toutes les phases qui vous ont permis de répondre ou pas à cette problématique technique ou scientifique. On va valoriser plutôt des profils experts, ingénieurs, docteurs ou techniciens. En tout cas, il faut au minimum un ingénieur métier qui participe au développement pour pouvoir valoriser du crédit impôt recherche. A contrario, donc, du crédit impôt innovation, là, on n'est pas sur 20%, mais on est sur 30% de la dépense éligible. Pas de contraintes liées à la taille de l'entreprise. Toute taille d'entreprise peut être valorisée au crédit impôt recherche. Et de la même manière, nous allons déclarer donc les crédits d'impôt après votre date de clôture sur une année civile passée. Les phases éligibles, à ce moment-là, on est plutôt sur les hypothèses, les analyses de connaissances, la réalisation des travaux, les tests et validations également. Attention, toutes les phases non éligibles, comme la rédaction des cahiers des charges, la mise en production, les études de marché, les formations, les collectes et rédaction d'informations techniques, ne sont pas éligibles au crédit impôt recherche. Encore une fois, un autre point qui est important de préciser, parce qu'il y a eu une évolution du crédit impôt recherche début 2025 à la suite donc, du projet de loi finance, tous les frais liés aux jeunes docteurs, auparavant on pouvait doubler la dépense, ce n'est plus effectif aujourd'hui en 2026, et également tous les frais de brevet ne sont plus indiqués, ne sont plus éligibles dans l'assiette des dépenses du crédit impôt recherche. On va passer sur un autre levier fiscal, donc l'IP-Box, qui est peut-être un petit peu moins connu. L'IP-Box, c'est un régime fiscal, un dispositif fiscal qui a été introduit en 2019. Auparavant, il s'appelait le Patent Box et il a été réévalué, réintroduit donc en 2019. Et donc, ce régime fiscal optionnel permet aux entreprises de soumettre des revenus tirés d'un certain nombre d'actifs de propriété intellectuelle à un taux d'imposition à 10% au lieu de 25% pour les entreprises soumises à l'IS. Donc vous avez compris, premièrement, il faut que l'entreprise paye de l'IS pour pouvoir bénéficier de l'IP-Box, ce qui n'est pas forcément le cas pour le crédit impôt recherche et crédit impôt innovation pour lequel on peut percevoir un remboursement. Ça ne sera pas le cas pour l'IP-Box. Donc, on va pouvoir vraiment valoriser toute la propriété intellectuelle, notamment liée aux logiciels protégés par des droits d'auteur, comme les logiciels en mode SaaS, logiciels facturés. On va reprendre également les brevets, incluant des certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection, etc. Les certificats d'obtention végétale, alors, c'est pas vraiment dans le cluster de lumière, mais en tout cas, c'est compris également dans les dépenses. Et puis, les procédés de fabrication industrielle. De la même manière que les crédits d'impôt innovation, crédit impôt recherche, on va pouvoir remplir un CERFA, celui-ci c'est le 2468 SD, qui va vous permettre justement de récupérer la différence entre les 25% d'IS et les 10% d'IS qui seront directement rabattus, imputés sur votre IS final. Par rapport aux différentes formes de revenus, on en considère 3, les revenus liés par la licence, directement, par exemple, un logiciel que vous allez mettre sous licence, commercialiser, le revenu généré, au lieu d'être imposé à 25%, vous serez imposé qu'à 10%.
un autre revenu encapsulé, celui-ci. Encapsulé, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un exemple comme par exemple un iPhone, un smartphone, on va parler par exemple du logiciel embarqué. On ne parlera pas du matériel, mais on parlera bien du logiciel qui est embarqué et qui est breveté. Et donc, vu qu'il est encapsulé dans un produit, on va pouvoir également le valoriser. Donc, il va falloir faire cette ventilation des dépenses, notamment R&D, innovation, pour pouvoir justement sortir cette propriété intellectuelle et donc le valoriser au sein donc de l'IP Box. Une troisième forme de revenu un peu moins connue et plutôt pour des grands groupes ou des groupes avec des revenus financiers intra-groupes. Un logiciel développé par une entreprise du groupe qui va en faire bénéficier une autre structure, il va y avoir des flux financiers. Ces flux financiers, de la même manière où vous êtes imposé, vous allez pouvoir bénéficier de l'IP Box et donc de réduire votre imposition de 25 à 10%. Merci Florian. Je vais relaisser la main à Sébastien qui va nous présenter rapidement des fiches produits. Sébastien, je t'en prie. Oui, merci beaucoup. De 1, la présentation, vous l'aurez à la fin. Les fiches produits qui sont présentées sont principalement des dispositifs de dette, de grands programmes. Donc, vous aurez toutes les fiches produits. Il y en a, je crois, entre 7 et 10. On ne va pas passer toutes les fiches en détail. Je vous laisserai du coup en prendre connaissance pour celles qui vous intéressent le plus. Ce que j'aimerais plutôt vous donner comme information, c'est qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui en fait articuler quand on a une société qui cherche du financement. Vous l'avez compris, c'est de l'ingénierie financière. On a des problématiques d'encours, on a des problématiques techniques, on a de la technologie, on a la banque à côté, d'un côté, etc. On a des opérations derrière d'investissement CAPEX. Ce qu'il faut, c'est être logique. Dans un premier temps, toujours regarder ses capacités financières, le programme que l'on veut porter. Ensuite, aller discuter avec le financeur au bon moment. Je vous donne plutôt les bonnes pratiques plutôt que de passer en revue les fiches. Aller discuter avec le financeur au bon moment, adresser le bon programme, rédiger un dossier clair, précis, avec les bons indicateurs financiers. À la suite de ça, une fois qu'on a activé les programmes de subvention, d'avance régionale et qu'on a activé le financeur public, on va aller discuter en parallèle avec le financeur privé. Et une fois que le programme est terminé, dans ces cas-là, par rapport à la création du programme, on voit ce que l'on peut activer en termes de crédit d'impôt. On avait prévu quelques minutes d'échange donc à la suite de cette présentation. Dans un premier temps, je vous laisse la main afin qu'il y ait des questions, sauf si Ryan, Florian, vous souhaitez rajouter quelque chose. Effectivement, alors juste avant de passer sur ce moment de questions-réponses, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur le chat qui est disponible sur l'application sur GoToWebinar. Et puis avant de passer à ce moment-là, je voulais bien vous rappeler que dans le cadre justement de notre partenariat avec le Cluster Lumière, notre mission est avant tout de pouvoir vous conseiller. Donc, s'il y a une question sur les différents éléments qu'on vous a présentés, sur est-ce que mon projet peut être éligible ou pas, est-ce que je peux accéder à telle subvention, à tel dispositif, vraiment, n'hésitez pas à nous consulter, que ce soit par mail, par téléphone. Comme Florent le disait, on est aussi très proche de vous physiquement, donc on peut venir vous rencontrer. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est de pouvoir vous apporter du conseil, de pouvoir vous guider dans vos différents projets. Donc, vraiment, n'hésitez pas sur les questions. Je ne sais pas si certaines questions sont déjà remontées au niveau du chat. Hop. Je vous demande juste un instant. Je regarde en même temps. Alors, je vous laisse quelques minutes. Donc, vraiment, s'il y a une question, n'hésitez pas. Toutes les questions sont pertinentes. Donc, j'espère que la présentation, en tout cas, a été claire, concise et qu'elle vous a permis d'avoir un maximum d'informations. Alors, je vois qu'il y a une première question. Comment s'articulent les aides et subventions par rapport à la fiscalité? Qui veut prendre la main? Florian, Sébastien? Je pense que ce serait une réponse en binôme dans tous les cas par rapport à ça. Dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, les aides et subventions donc, par rapport à la fiscalité, son articulation, elle est assez pragmatique. C'est-à-dire que quand on va dépenser un programme et qu'on va obtenir des subventions, en particulier notamment sur l'innovation et qu'on déclare crédit d'impôt recherche, on va retirer du coup la partie qui a été prise en charge par le financeur public sur la partie subvention pour ensuite l'enlever du coup de la partie CIR. Je reprends sur cette partie-là, j'ai 50% de mon programme qui est financé, les 50% pourront être valorisés au titre du CIR si on obtient des subventions. Avoir aussi deux particularités. C'est pour ça que parfois, quand on a un CIR, quand on est un patron de PME et qu'on est habitué à ce dispositif-là, on ne souhaite pas trop y toucher, on n'a pas forcément envie d'aller chercher les sous, mais plutôt un dispositif de dette. Là, c'est là où est l'avantage du financeur public sur de la dette, c'est qu'on ne va pas le retirer cette fois-ci.
on va venir pouvoir déclarer notre CIR. Alors, hors cas particulier derrière sur les dettes sur des programmes nationaux très pointus sur le plan 2030, où là, dans ces cas-là, on devra décoter. Mais sinon, on peut très concrètement, la partie qui n'est pas prise en compte par le financeur public, venir la valoriser au titre du crédit impôt recherche. Florian, peut-être quelques spécificités du coup sur la partie fiscalité? Oui, alors, merci Sébastien. Un petit mémo, un mémo technique. En fait, dans notre métier avec Sébastien, nous, on parle de dépenses, généralement. Avant la dépense, avant de entamer votre projet, c'est à ce moment-là que Sébastien va intervenir pour pouvoir faire cette recherche d'aide et de subvention. Le but, c'est de trouver du cash, de l'argent, avant que vous puissiez en dépenser. Et moi, je vais intervenir après la dépense. Une fois que vous avez dépensé cet argent, on va regarder toutes les dépenses réalisées, moins les subventions que vous avez obtenues, pour que justement on puisse valoriser et faire bien la ventilation par rapport à votre projet dans le crédit impôt innovation et le crédit impôt recherche, donc d'aller récupérer le moindre euro non récupéré lié à des subventions ou des avances récupérables. Ok, merci. Donc, vraiment un point vraiment important, pardon Ryan, vraiment un point important, le retraitement des aides et des subventions sont un point de vigilance aujourd'hui par rapport à notre métier. Il y a aujourd'hui un point vraiment à faire attention, notamment par rapport à une des dernières jurisprudences liées à la BPI. On retraite, nous, au sein du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, les aides obtenues par un pouvoir public, que ça soit par exemple le territoire. Or, aujourd'hui, par rapport à cette dernière jurisprudence, il y a un petit flou, notamment par rapport à la BPI, qui est aujourd'hui considérée comme une entreprise privée. Donc, si on devait vraiment répondre à cette imputation, de ce retraitement de cette aide, logiquement, si on devait suivre ces règles, on ne devrait pas retraiter les aides venant de la BPI également. Donc ça peut être un point de vigilance. On est là, on y travaille. Nous avons donc des partenaires au sein de nos équipes qui s'occupent vraiment de la partie fiscale, purement limite avocat, qui vont vraiment traiter au cas par cas vos besoins. Donc n'hésitez pas, si toutefois vous êtes confronté à ce type de sujet, de nous les remonter pour qu'on puisse travailler avec vous, vous indiquer, vous informer, vous conseiller. Ok, super. Merci Florian. Je vois qu'il y a une deuxième question dans le chat qui me paraît assez intéressante. Quels sont en moyenne les temps d'instruction des dossiers? Du coup, Florian, je te laisse répondre déjà toi sur le CIR dans un premier temps. Et moi, je prendrai la main. Oui, alors nous c'est assez variable. Dans le crédit impôt recherche, en fait, il y a deux cas de figure. Dans le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, c'est soit l'entreprise paye de l'IS, à ce moment-là, ça vient en imputation. C'est immédiat. C'est lors donc de vos remises de l'IS fiscale que vous allez faire cette imputation. Dans le cadre d'un remboursement, ça veut dire une entreprise PME qui ne paye pas d'IS et qui réclame donc les crédits d'impôt, en moyenne, sans contrôle de l'administration, on est de l'ordre de 2 à 3 mois avant le remboursement. C'est très variable et ça dépend des régions, ça dépend des directions des finances, mais sur une moyenne, on est à peu près sur 3 mois. Généralement, l'administration fiscale aime bien faire une petite demande d'information. Ce n'est pas un contrôle fiscal, mais une demande d'information en vous posant des questions complémentaires pour bien comprendre soit les sujets techniques abordés, de remettre par exemple des CV ou éventuellement de remettre les temps passés par vos équipes pour bien vérifier que vous êtes bien dans le cadre de l'innovation ou de la R&D. Et là, ça permet d'aller un petit peu plus vite dans le remboursement. Ok, merci. Sébastien, je te laisse enchaîner peut-être pour ta partie. Oui, alors nous, c'est à géométrie variable. Très concrètement, ça va dépendre de votre chargé d'affaires directement auprès du financeur public. Ça va dépendre de votre interlocuteur. Ça va dépendre aussi de la typologie d'aide que vous mobilisez. Je vais donner 3-4 cas très concrets. On a un petit programme d'innovation qui ne permet pas suffisamment technique pour aller chercher un appel à projet. On a besoin d'un petit peu de trésorerie et de se libérer une petite ligne, mais d'un côté, on peut bénéficier de financement auprès, typiquement, de la BPI. On va, par exemple, pouvoir mobiliser un pays R&D. Là, actuellement, les pays R&D donc pour l'année 2026 sont en cours de signature sur le bureau du Premier ministre, donc on attend toujours le déblocage des fonds. Mais sur ces typologies d'aide qu'on va qualifier donc, de petites aides, c'est géré donc, en région par votre chargé d'affaires local. Donc, ça prend entre 6 et 9 mois. Quand on va se positionner après sur un appel à projet, cette fois-ci plus complet, un appel à projet national, il faut compter entre 9 et 12 mois.
Entre 9 et 12 mois, je parle de la notification, de la signature du contrat de convention et d'accord de convention entre le financeur et vous, et la réception des fonds que vous allez avoir donc, sur les premières tranches sur cette partie-là. Autre point derrière, après, qui peut être encore plus complexe, qu'on n'a pas abordé parce que ça nécessiterait un webinaire à lui tout seul et on n'a pas abordé ces points-là, c'est les financements européens. Et je ne parle pas de financement FEDER, FTJ ou FSE, FSE+, qui sont gérés par les régions. Je parle de financements européens, tels que les gros programmes d'innovation, tels que les EIC, les programmes Eurostar, ce genre de typologie. Là, il faut bien compter 12 mois. Et encore, après, ça va dépendre du type de financement, si on est en lump sum, si on est en grants. Derrière l'organisme de contrôle au niveau du financeur. Dans cette partie-là, sachez que quand vous vous engagez dans tous les cas sur une demande de financement, ça ne sera pas fait en un mois. Donc l'anticipation, la discussion avec votre chargé d'affaires en amont, que ce soit même en banquier ou même ne serait-ce que votre chargé d'affaires en local au niveau de la BPI, ou même si vous avez un bon contact en région, présentez toujours bien en amont tous ces indicateurs pour que lorsque vous soumettez votre demande, tout soit dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de pièces un peu défaillantes au bon fonctionnement de la machine et que ça aille le plus vite possible. Mais on a des délais aujourd'hui qui sont incompressibles au niveau des financeurs et la tendance n'est pas à se raccourcir. Ok, super. Merci Sébastien. Je vois qu'il y a une troisième question. Alors, j'ai déjà touché des aides, des subventions. J'ai un programme en cours. Est-ce que je peux aller chercher d'autres aides? Alors oui, la question et la réponse est oui. J'ai déjà touché des aides et financements, des aides et subventions. J'ai remboursé une première partie. J'ai justifié mes dépenses, par exemple, dans le cadre d'un appel à projet France 2030. J'ai justifié une première partie de mes dépenses. Je dois justifier la deuxième partie pour aller chercher, la deuxième tranche restante et le financement restant. Donc, j'ai ce que l'on appelle dans le jargon un encours. Et c'est là où je vous parle d'ingénierie financière et la posture de conseil est quand même très important à venir prendre. Donc, j'insiste, c'est notre premier métier, le conseil. Quand on a de l'encours à gérer, on a déjà une demande qui a été effective. Donc, vous avez soumis un programme, un budget, des postes de dépenses, après des équipes qui sont mobilisées en fonction des profils, ou alors dans ces cas-là, tout simplement du CAPEX, vous avez envoyé des factures, il y a de la durée d'amortissement du coup qui est prise en compte là-dessus. Potentiellement, vous avez une autre phase qui va rentrer parce que la région vient se positionner en cofinancement. Vous pouvez quand même soumettre un autre programme, comme je vous l'ai dit, c'est lié aux fonds propres et à votre trésorerie. On va prendre derrière la place, si vous avez de la place directement, en termes de fonds propres, en termes de capacité d'endettement, pour aller porter un autre programme. Mais on va avoir trois critères. Déjà, le premier, comme je viens de le dire, la capacité financière. Le deuxième, le programme qui va être mis en compte, qui va être présenté auprès du financeur. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas présenter le même programme pour avoir un double financement. Et une autre chose qui est cette fois-ci un petit peu plus spécifique et qui doit bien être montrée en fait dans le dossier, c'est le fléchage des dépenses par rapport aux équipes déjà en place. Si on va financer derrière, que ce soit une ligne de prod ou même derrière même de l'innovation, il va falloir montrer en fait que l'on ne va pas venir surcharger le temps homme directement qui est disponible et dans les programmes que l'on a déjà présentés en amont. Donc, pour ça, deux solutions. Du recrutement ou alors un décalage derrière dans le temps par rapport au programme d'innovation déjà en cours. Et là, dans ces cas-là, c'est là où c'est important du coup de bien faire les effets de levier au bon moment et d'être logique dans ces demandes, parce que si la BPI ou ne serait-ce que le financeur public comme une région intervient en disant vous avez déjà présenté un programme d'innovation, vous avez un encours, vous ne pouvez pas venir, si, je peux venir, je vous justifie que dans mon BP, je me dédie du recrutement. Okay. Et derrière, là-dessus, j'ai du temps homme disponible. Donc, la réponse est oui, on peut aller bénéficier d'aides en parallèle, même si on a déjà des encours. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions sur le chat. Je pense que vous avez été très clair. Donc, merci à vous. On va, je pense, conclure ce webinaire. J'espère que la présentation, en tout cas, vous a été utile. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions qui vous viennent, s'il y a des interrogations sur des projets à venir, sur des projets passés, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, on est joignable et disponible, que ce soit par mail, par téléphone, pour venir vous rencontrer. Est-ce que Julie, peut-être tu veux prendre la main pour une conclusion de ce webinaire? Et encore une fois, merci aussi à toi et à vous pour nous avoir permis justement de pouvoir organiser et animer ce webinaire.
Oui, merci beaucoup à tous les trois. C'était, je pense, très clair. J'espère que, voilà, que ça l'était aussi pour tous nos participants. Je me tiens à votre disposition pour, voilà, pour les aspects plus techniques qui auront l'accès au replay du webinaire, etc. Et je vous laisse prendre contact avec donc Sébastien, Florian ou Ryan pour, voilà, si ça vous intéresse et si vous avez des projets en tête. Et encore une fois, on a plusieurs adhérents qui travaillent avec EPSA, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez aussi être mis en contact avec eux pour avoir un peu des retours d'expérience ou quoi sur les sujets éclairage. Ça peut vous être utile. Voilà, merci à tous. Très bonne Merci. journée. Et puis au plaisir de recroiser aussi certains adhérents sur les futurs événements du Cluster Lumière. Donc, je vous dis à bientôt, puis n'hésitez pas à venir me voir aussi en physique sur ce type d'événement. Merci beaucoup, C'est ça. Julie. Merci beaucoup. Merci. Merci, très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.